À Santee, en Californie, un paisible bourg au paysage pittoresque, une tragédie a frappé. Le 9 octobre 1980, Rita rentra chez elle vers 18h30. C'est alors qu'elle découvrit l'impensable. Michelle White, une jeune femme, avait été sauvagement assassinée dans sa propre maison. L'horreur de la scène glaça le sang de Rita. Des rumeurs alarmantes se propagèrent rapidement, évoquant de multiples suspects et semant la peur parmi les habitants de Santee. Les preuves, cependant, restaient ambiguës, plongeant la police dans le doute. Parviendrait-il un jour à traduire en justice le meurtrier de Michelle White? Le mystère planait, sombre et pesant, sur la petite ville. Elle poussa la porte et fut immédiatement confrontée à une vision d'horreur, une scène qui allait marquer sa vie à jamais. À l'intérieur, elle découvrit Michelle, à peine âgée de 20 ans, étendue sur le sol. Elle était sans vie. Sa robe de chambre rose, entr'ouverte, révélait un cordon de téléphone serré autour de son cou. Prise de panique, Rita s'enfuit en courant chez ses voisins. Elle espérait désespérément que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Elle avait besoin que ses voisins viennent avec elle, qu'ils confirment l'atroce réalité. Un voisin, pris de panique, s'est précipité dans l'appartement des jeunes femmes, confirmant les pires craintes de Rita. Abasourdi, il quitta les lieux et se hâta de rentrer chez lui pour alerter la police. Des adjoints du shérif du comté de San Diego furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Dès leur arrivée, les policiers comprirent que la jeune femme était décédée. Son corps était glacé. La zone fut immédiatement bouclée. Même les enquêteurs les plus aguerris du service des homicides furent bouleversés par l'horreur de la scène. La scène de crime détonnait de tout ce qu'ils avaient pu observer jusqu'alors. L'évidence hurlait, un meurtre avait été commis. Parmi les objets familiers de la maison de Michelle, le criminel avait puisé ses instruments de mort. Un fil de téléphone, une vulgaire pièce de jeu en bois, avait servi à étouffer sa victime. Un détail macabre attira l'attention des policiers. L'armoire de Michelle était grand ouverte. Cette image laissait supposer un mobile sordide, une hypothèse glaçante qui s'imposait à eux. Le viol. La posture de la jeune femme, telle qu'elle fut découverte, laissait peu de doute sur les intentions de son agresseur. Les indices relevés sur le corps de Lika, gisant sur les lieux du crime, suggéraient une volonté implacable de la part de Michelle, son assassin, de ne lui accorder aucune possibilité de survie. L'acharnement dont il fit preuve était difficilement imaginable. L'étranglement, selon de nombreux spécialistes, est une méthode d'une cruauté particulière. L'agonie est lente, insidieuse. Pour ôter la vie à une personne avec un simple fil de téléphone, il faut s'approcher très près, transgresser une limite intime. Une fois le corps de la jeune femme transféré à l'Institut médico-légal pour autopsie, les détectives emportèrent l'arme du crime, témoin silencieux de cette nuit tragique où Michelle s'est prévra-t-il-ça en bourreau. Le corps, enveloppé avec soin, attendait son départ imminent vers le laboratoire d'analyse. Pendant ce temps, les détectives poursuivaient leur exploration minutieuse de l'appartement de la victime. Ils découvrirent rapidement que Michelle, l'assassin présumé, avait également dépouillé sa victime, le portefeuille gisant ouvert dans le salon, vidé de son contenu. Un chaos régnait, des objets éparpillés çà et là, certains même jetés dans les toilettes du rez-de-chaussée. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que Michelle avait cherché à dissimuler ses empreintes digitales en se débarrassant du contenu du sac à main dans la cuvette. Cependant, l'assassin s'était montré moins précautionneux, dans une autre partie de la salle de bain. Sur une armoire à pharmacie, située à l'arrière de la pièce, une empreinte de pouce avait été découverte, témoignage silencieux de son passage. Les détectives étaient convaincus que les indices recueillis recélaient la clé de l'énigme. Leur priorité absolue, identifier le suspect, une tâche délicate mais essentielle. Plusieurs éléments laissaient supposer que le coupable n'était pas un inconnu pour Michelle. L'absence de traces d'effraction sur les lieux du crime confortait cette hypothèse. La porte d'entrée n'avait manifestement pas été forcée, suggérant que la victime avait volontairement ouvert à son agresseur ou que celui-ci possédait une clé. Les détectives furent immédiatement convaincus que Michelle connaissait son agresseur. Tout laissait à penser qu'elle avait elle-même ouvert la porte, peut-être simplement vêtue d'un peignoir, avant d'être brutalement attaquée. La question qui hantait ses proches après l'annonce de l'horrible nouvelle était lancinante. Qui aurait pu vouloir du mal à Michelle White? Les enquêteurs,
comptant sur l'aide de l'entourage de la jeune femme d'une vingtaine d'années, espérait ainsi identifier le meurtrier. Suzanne, sa meilleure amie, apprit l'effroyable nouvelle par le biais du journal télévisé. Elle regardait les informations, comme à son habitude, quand l'annonce tomba. Une jeune femme d'une vingtaine d'années avait été assassinée à Santa. L'écran afficha ensuite une photo, celle de Michel. Suzanne, pétrifiée, se sentit incapable de détourner le regard. Le choc la paralysa. Michel et elle étaient amis depuis l'âge de 5 ans. Même en grandissant, leur complicité était restée intacte. Elles avaient de partager tant de rires, tant de moments précieux. Susanna se souvenait de Michel avec une vive émotion. Une jeune femme pétillante, toujours prompte à organiser une farce, mais au fond, d'une bonté et d'une loyauté sans faille. Son rire était contagieux et son esprit créatif. L'art était sa passion, le dessin, son refuge. Elle nourrissait l'ambition d'intégrer une prestigieuse école d'art, car son avenir, elle l'imaginait tracé. Elle rêvait d'un mariage heureux, d'enfants et d'une carrière passionnante. Michel, avide d'aventure, embrassait la vie à pleine main. À 18 ans, elle prit son envol, quittant le cocon familial pour goûter à l'indépendance, prête à conquérir le monde avec son pinceau et son sourire. Suzanne confia au détective qu'elle ne connaissait personne qui aurait pu en vouloir à la douce Michel. Tout le monde l'aimait. Elle était d'une bonté et d'une gentillesse désarmantes. Un véritable casse-tête pour la police, qui se retrouvait face à un mur. La famille de Michel, accablée de chagrin, ne cessait de répéter aux enquêteurs à quel point elle était une personne merveilleuse, incapable d'imaginer qui aurait pu lui vouloir du mal. Son installation récente dans cet appartement, théâtre de son assassinat, ajoutait une dimension encore plus tragique à l'affaire. Le rapport d'autopsie, bien que glaçant, apporta quelques éléments supplémentaires aux maigres suppositions des détectives, les guidant pas à pas dans les ténèbres de cette enquête. L'enquête révéla rapidement l'horreur. Michel avait été étranglé, une autopsie confirmant l'asphyxie comme cause du décès. De plus, elle avait subi une hémorragie cérébrale et avait été victime d'un viol. Des traces de sperme furent découvertes sur son corps, mais à cette époque, l'analyse ADN n'était qu'à ses balbutiements. Les enquêteurs ne pouvaient donc se fier qu'aux techniques rudimentaires de typage sanguin. Conscients des limites de la science, ils comprirent que la clé de l'affaire résidait dans la méthode traditionnelle, le travail acharné sur le terrain. Ils se lancèrent alors dans une recherche exhaustive de témoins, sillonnant le quartier sans relâche, espérant dénicher le moindre indice qui les mènerait au meurtrier. Lors d'une enquête de voisinage, ils eurent la chance de rencontrer 2 personnes qui avaient entendu des cris cette nuit fatidique. Une jeune femme témoigna avoir été réveillée par ces hurlements. Elle se souvint avoir pensé qu'il s'agissait d'un appel à l'aide désespéré ou peut-être simplement d'un cauchemar, et elle s'était rendormie. La voisine, sans se lever pour vérifier, se souvenait que l'horloge indiquait environ 1 heure du matin. Malheureusement, bien que le cri l'ait interpellée, elle n'avait pas jugé bon d'alerter la police. L'heure mentionnée par le témoin concordait étrangement avec les indices relevés sur les lieux du crime, offrant aux détectives une fenêtre temporelle cruciale pour reconstituer les événements. Ces informations suggéraient que le meurtre avait eu lieu aux alentours de cette heure précise. De plus, le témoignage de la voisine révélait que Michel était décédé depuis 17 heures au moment de la découverte du corps. Rita, la voisine de Michel, apporta également des éléments essentiels à l'enquête. Bien qu'elle ait passé la nuit avec son petit ami, son observation, faite juste avant de découvrir le corps sans vie de Michel, corrobora les hypothèses de la police concernant le moment du crime. Rita expliqua aux policiers qu'en rentrant chez elle, elle avait remarqué que les journaux n'avaient pas été ramassés et gisaient encore sur le perron, un détail inhabituel pour Michel. Rita se souvenait aussi de la lumière qui brillait sur le porche. Chaque matin, Michel éteignait cette lumière et ramassait les journaux, raconta-t-elle au détective. Un instant avant de découvrir le corps de Michel, Rita avait noté un détail troublant. La porte n'était pas verrouillée. Pire encore, même en tournant la poignée, elle avait senti que quelque chose clochait. Elle savait pertinemment que Michel ne laisserait jamais la porte ouverte, elle fermait toujours à clé avant de se coucher. Rita expliqua ensuite aux policiers les raisons de cette prudence. Quelques jours à peine avant le tragique assassinat de Michel, un incident troublant s'était produit. Alors qu'elle rentrait chez elle, comme à son habitude,
et s'apprêtait à ouvrir sa porte, un inconnu l'avait approchée dans la rue, la faisant sursauter d'effroi. Bouleversée, elle avait immédiatement partagé sa frayeur avec Michel. Suite à cet événement inquiétant, les deux jeunes femmes avaient redoublé de prudence, prenant toutes les précautions possibles. Hélas, ces mesures se sont avérées insuffisantes pour protéger Michel. Les enquêteurs, déterminés à faire la lumière sur ce crime odieux, ont interrogé les voisins, espérant recueillir des témoignages précieux. Peut-être quelqu'un avait-il aperçu un homme suspect rôder aux alentours de son domicile, un détail crucial qui pourrait les mener sur la piste du meurtrier. Leurs recherches semblaient enfin porter leurs fruits lorsqu'un certain Teddy proposa son aide. Voisin et ami de Michel, il la connaissait assez bien pour avoir même évoqué l'idée d'une relation amoureuse, sans que cela ne se concrétise. Habitué des visites, il venait souvent partager une partie de billard dans le garage et bavarder avec elle. Teddy révéla à la police avoir discuté avec Michel la veille de la découverte de son corps. Selon ses dires, elle lui avait confié attendre la visite de son petit ami ce soir-là. L'intérêt des enquêteurs fut piqué au vif. Teddy leur révéla que le couple s'était formé quelques semaines auparavant. Plus troublant encore, il affirma les avoir aperçus ensemble seulement quelques heures après leur conversation. Teddy témoigna avoir vu Michel et son compagnon jouer au billard dans le garage. Avant de se coucher, il remarqua que la porte du garage était close. Cependant, la voiture de l'ami était toujours garée devant la maison. Au matin, Teddy fit une autre découverte qu'il s'empressa de signaler à la police. La voiture s'était volatilisée. La police estimait que Michel avait été assassiné aux alentours d'1h du matin. Teddy, son petit ami, affirmait s'être couché à 11h du soir et s'être réveillé à 8h du matin. Ce créneau horaire plaçait le jeune homme au domicile de Michel au moment du crime. Il devint immédiatement le suspect numéro 1. Le détective retrouva sans tarder le petit ami de Michel et le convoqua pour un interrogatoire. Ce dernier accepta immédiatement de coopérer. Michel confirma les dires de Teddy. Ils avaient passé la soirée à jouer au billard jusqu'à 9h du soir. Ensuite, ils étaient rentrés dans la maison et avaient regardé la télévision. Michel précisa qu'il était parti peu après minuit. La police, soucieuse de précision, insista sur l'heure exacte. Michel hésita, puis affirma qu'il était parti aux alentours de minuit et demi, minuit 45, avant de rentrer chez lui. Les policiers, suspicieux, lui demandèrent ce qui l'avait poussé à partir si tard. Michel avait raconté qu'il lui arrivait de passer la nuit chez elle, mais que le travail l'obligeait à rentrer tôt. Ce matin-là ne fit pas exception. Son récit, d'une fluidité presque trop parfaite, éveilla les soupçons de la police qui s'accrocha à un détail troublant. Elle lui avait confié ses clés peu de temps auparavant. Michel affirma avoir verrouillé la porte en partant, pourtant, elle fut retrouvée ouverte. Un laps de temps infime s'était écoulé entre son départ et les premiers cris entendus par les voisins. Tout au long de l'interrogatoire, Michel sembla rongé par un profond sentiment de culpabilité. Il était hanté par la conviction que son départ précipité vers sa demeure avait scellé le destin tragique de Michel. Un voile de tristesse enveloppait son visage, mais les policiers, aiguisés par l'expérience, s'interrogeaient sur la nature profonde de son chagrin. Était-ce le deuil sincère d'une âme sœur perdue ou la peur viscérale de passer le reste de ses jours derrière les barreaux? Durant l'interrogatoire, il clamait son amour pour Michel, jurant qu'il n'aurait jamais levé la main sur elle. Cependant, ses propres déclarations, entrelacées avec un timing plus que troublant, le désignaient comme le suspect numéro 1. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer un détail troublant. Il avait quitté les lieux à peine un quart d'heure, avant que les cris glaçants de Michel ne déchirent le silence du voisinage. Les empreintes relevées sur les lieux du crime, dans la maison de Michel, pointaient du doigt son petit ami. Afin d'éclaircir cette piste, les détectives ont interrogé la famille et les amis de la jeune femme, espérant recueillir des informations sur la nature de leur relation. Thomas Arnold, journaliste d'investigation, s'est entretenu à plusieurs reprises avec Louise, la mère de Michel. D'un ton désarmé, la mère a affirmé n'avoir jamais eu vent de difficultés particulières au sein du couple. Michel, d'ordinaire si loquace avec elle, ne lui avait jamais confié la moindre inquiétude à ce sujet. Louise refusait catégoriquement de croire que cet homme ait pu commettre l'irréparable. Un sentiment partagé par Ève, la meilleure amie de Michel. Michel, de son vivant, n'évoquait jamais de crainte pour sa propre sécurité,
confiait une proche. Éperdument amoureuse de son compagnon, elle le voyait comme l'homme de sa vie. Face à l'enquête sur sa mort tragique, ce dernier a accepté sans hésiter de se soumettre au détecteur de mensonges. Un test qu'il a passé avec succès. Il a même offert un échantillon sanguin et s'est montré coopératif, désireux d'aider à identifier l'assassin de Michel. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs n'ont trouvé ni preuve ni témoignage l'impliquant. L'innocence du jeune homme était devenue une évidence. Il n'était pas le meurtrier. L'élimination des amis de Michel de la liste des suspects permit aux policiers de reconstituer avec précision le déroulement du meurtre. Cependant, la question cruciale demeurait: qui était le coupable? Les détectives concentrèrent leurs efforts sur l'entourage proche de Michel, ceux en qui elle avait confiance. Un nom émergea, celui de Mike, un collègue du supermarché, visiblement attiré par la jeune femme. L'enquête révéla que Mike avait manifesté son désir de sortir avec Michel, insistant lourdement. Mais, selon les confidences de ses amis, ses sentiments n'étaient pas réciproques. Obsédé par l'idée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, il s'est avéré que Mike était loin d'être un simple prétendant aux yeux de la police. Son insistance auprès de Michel était perçue comme du harcèlement pur et simple. La jeune femme avait confié à plusieurs reprises à ses proches sa peur grandissante face à l'attitude de Mike, se sentant traqué par lui. L'enquête révéla que Mike affirmait à son entourage être en couple avec Michel, une idée terrifiante pour elle. Quelques jours avant le meurtre tragique, le compagnon de Michel rapporta aux enquêteurs une confrontation glaçante. Mike l'avait approché, lui avouant sa jalousie et son désir obsessionnel de voir Michel à ses côtés, laissant entendre qu'il n'accepterait aucun refus. Il était prêt à en découdre, à affronter la situation de face. Malgré le rejet clair et net de Michel, il persistait, refusant d'abandonner. Cette attitude, dès le départ, a placé Mike en haut de la liste des suspects pour les enquêteurs. Son comportement ne faisait que renforcer cette suspicion. Lorsqu'ils ont finalement réussi à le joindre, il s'est montré réticent à coopérer. Ce n'est qu'après un appel de sa mère que Mike a consenti à parler aux policiers. Cependant, lors de l'interrogatoire, il était visiblement nerveux et son attitude laissait transparaître quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Mike admitió haber estado cerca de la casa de Michel el día anterior al asesinato. Reveló que había visitado el barrio de Santi, donde ella residía. Sí, pasé por allí, declaró. Conduje por la calle, pero no vi a Michelle en ningún lado. Cuando le preguntaron el motivo de su visita, respondió: para verla. La interrogante persistió. ¿Hizo todo ese viaje solo para verla? Mike avoua s'être trouvé aux abords de la demeure de Michel la veille du meurtre. Il révéla s'être rendu dans le quartier de Santi, là où elle résidait. « Oui, je suis passé devant », déclara-t-il. « J'ai longé la rue, mais Michel était introuvable. » Interrogé sur la raison de sa visite, il répondit « pour la voir ». La question demeurait, avait-il entrepris ce trajet uniquement dans le but de la rencontrer? Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné? Il avait terminé son service et passait simplement dans le coin. Mike niait toute implication dans le meurtre. Cependant, lorsque les détectives l'interrogèrent sur ses activités pendant les 6 heures suivantes, sa mémoire devint floue. Au début, il affirma avoir passé la soirée chez son père. Mais au fil de l'interrogatoire, la version de Mike changea à plusieurs reprises. Il était clair qu'il était rentré bien plus tard qu'il ne l'avait affirmé initialement. Son explication? Un rendez-vous galant, prétendait-il. Mike, c'est ainsi qu'il s'appelait, raconta avoir flâné sur la plage, où une rencontre fortuite lui avait permis d'obtenir le numéro de téléphone d'une jeune femme. Ce revirement dans son récit éveilla immédiatement les soupçons des détectives. Pourquoi changer sa version des faits? Lorsqu'ils le pressèrent de questions sur les détails de son alibi, Mike se mura soudainement dans le silence et exigea la présence d'un avocat. À ce stade de l'enquête, les détectives étaient de plus en plus convaincus de sa culpabilité. Il devint leur principal suspect, l'homme qu'ils soupçonnaient d'avoir ôté la vie à Michel. L'enquête piétinait, faute de preuves tangibles reliant cet homme au meurtre. Tous le sentèrent coupable, mais l'absence d'indices le disculpait. La police, après avoir interrogé de nombreuses personnes et passé l'affaire au crible médiatique, se retrouvait face à un mur. Aucun autre suspect n'émergeait, et les soupçons pesant sur lui ne pouvaient être étayés.
Peu à peu, la crainte grandissait chez les détectives que l'assassinat de Michel ne reste jamais élucidé. Le peu d'éléments dont ils disposaient laissait présager que l'affaire resterait un mystère irrésolu. Les enquêteurs étaient bien persuadés d'avoir épuisé toutes les pistes. Pourtant, une mère, animée d'une détermination farouche, refusa de laisser l'affaire sombrer dans l'oubli. Pour Louise Hayes, élucider le meurtre de sa fille devint le but ultime de son existence, une quête lui offrant un nouveau souffle. Son combat acharné attira l'attention des médias. « Ma fille me manque terriblement. Ma plus grande crainte est de mourir sans connaître la vérité, sans savoir qui a commis cet acte odieux. » Jamais elle n'abdiquerait. Michel et ses amis avaient consacré d'innombrables heures à distribuer des prospectus et à placarder San Diego, sans qu'aucun indice ne fasse avancer l'enquête. On imagine mal l'épreuve pour ses proches, hantés par l'identité du responsable de sa mort. Les années passaient, et le manque de progrès engendrait une tristesse profonde. L'espoir d'élucider ce mystère s'amenuisait peu à peu dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Près de 2 décennies après le meurtre de Michel White, le département du shérif de San Diego a entrepris une analyse ADN des preuves recueillies lors de l'autopsie. L'enquête a pris un nouveau tournant avec la découverte d'ADN appartenant à un homme inconnu. Les détectives ont immédiatement intégré le profil génétique dans une base de données nationale, espérant une identification rapide. Malheureusement, aucune correspondance n'a été trouvée, une issue décevante qui n'a pas découragé les enquêteurs. Ils ont ensuite comparé les nouvelles preuves au profil des principaux suspects, y compris l'ancien petit ami de Michel et un collègue nommé Mike, mais là encore, leurs efforts se sont avérés vains. Aucun des ADN prélevés ne correspondait à celui retrouvé sur le corps de Michel. Une nouvelle déception pour l'équipe d'enquêteurs qui voyait s'éloigner ces maigres pistes. En 2019, une conversation fortuite éveilla l'intérêt du détective Brian Patterson pour cette affaire non résolue. Ironie du sort, il avait vu le jour à Ione, la ville où le crime avait été commis. Bien qu'il n'ait jamais croisé Michel White, le détective Patterson découvrit un lien personnel avec cette tragédie. En épluchant les dossiers, des noms familiers surgirent, des visages qu'il reconnaissait, ravivant l'espoir de faire enfin la lumière sur ce mystère. Le détective Patterson, flairant la vérité, était persuadé de détenir des indices cruciaux. Pour lui, l'ADN représentait la clé de l'énigme. Les experts partagèrent cet avis, voyant dans la généalogie médico-légale un ultime recours. Jeffrey Van Der Sieb, analyste chevronné de la police criminelle, s'assura de la pertinence des preuves liées à l'affaire Michel White pour cette approche. Après avoir vérifié la quantité suffisante de matériel, il compara méticuleusement l'échantillon avec une multitude de profils ADN à travers le pays, cherchant à positionner cet inconnu dans l'immense arbre généalogique. Les premiers résultats se révélaient encourageants. Les analystes pensaient tenir le père du meurtrier de Michel Wyatt, un certain Rusty Howard. Un obstacle majeur se dressait cependant devant eux. Bien qu'ils fussent persuadés de leur découverte, il s'avérait que l'individu en question n'avait jamais eu d'enfant officiellement reconnu. L'hypothèse que Rusty puisse avoir un enfant caché, une existence ignorée de tous, émergea alors. Face à cette complexité, l'enquête, forte des technologies les plus pointues, dut revenir aux fondamentaux du travail policier. Une tâche rendue d'autant plus ardue qu'il était impossible de simplement demander à Rusty le nom de son éventuel fils illégitime. Rust avait rendu l'âme, mais les enquêteurs, persévérants, ont réussi à retrouver ses proches. Le portrait qui se dessinait était celui d'un séducteur invétéré, enchaînant les liaisons avec des femmes mariées. Une intuition saisit alors les détectives. Rust avait pu engendrer une descendance insoupçonnée, des enfants élevés par d'autres hommes, ignorant leur véritable paternité. Une longue et minutieuse enquête leur permit de recueillir plusieurs noms à creuser. Finalement, après un labeur acharné, une piste sérieuse se profila. Un certain John Hogan devint un suspect potentiel dans cette affaire nébuleuse. Les détectives sentaient l'enquête prendre une tournure décisive. En retraçant l'histoire familiale de John Hogan, ils découvrirent que ses ancêtres étaient originaires de Santee. Plus troublant encore, ils apprirent qu'il avait résidé dans le même quartier que Michel 6 mois avant son meurtre. Mieux, il habitait le même complexe résidentiel. Un lien, ténu mais indéniable, se dessinait. L'enquête révéla également que Hogan avait un passé trouble
émaillé d'arrestations pour vol et trafic de stupéfiants. Toutefois, aucun de ces délits n'impliquait de violence envers des personnes, et tous avaient été commis avant la mise en place du fichage ADN des criminels en Californie. Les détectives étaient persuadés qu'ils tenaient enfin une piste solide. Cependant, un détail menaçait de faire s'écrouler toute leur enquête. Selon des documents, John Hogan était en service dans l'armée de l'air, au Mexique, le jour de l'assassinat de Michelle. Immédiatement, une question cruciale se posa. Avait-il pu se rendre sur les lieux du crime, commettre l'irréparable et regagner sa base à temps? L'avenir de l'investigation reposait entièrement sur la réponse à cette interrogation. Le détective Patterson examina attentivement les archives militaires de Hogan. Un élément singulier attira immédiatement son attention. Hogan profita d'une pause bien méritée du 1er au 10 octobre 1980. Le 9 octobre, le destin frappa Michelle, sa vie brutalement interrompue. L'enquête piétinait jusqu'à ce que les détectives découvrent qu'Hogan était en congé ce jour funeste. Tout soupçon s'évapora alors, emporté par le vent de l'innocence apparente. Pourtant, au plus profond de leur intuition, les détectives savaient. John Hogan était le meurtrier de Michelle. Mais l'arrestation de John Patrick Hogan était hors de portée. La mort avait réclamé leur principal suspect, laissant l'affaire irrésolue. La police, normalement garante de la justice par l'arrestation, se retrouvait face à un vide. Dans ce cas précis, aucun coupable ne serait appréhendé, laissant derrière elle un goût amer d'inachevé. 24 ans, jour pour jour après l'assassinat de Michelle Wade, Hogan succombait à une overdose. Un détail macabre qui renforçait la théorie des enquêteurs. Malgré sa mort, les détectives poursuivaient inlassablement leur travail, déterminés à confirmer qu'il était bien le meurtrier de Michelle. L'autopsie révéla des indices précieux et l'analyse sanguine, conservée après son décès, fut soumise à une expertise rigoureuse. Les résultats furent sans appel, scellant définitivement le sort de Hogan et apportant, enfin, une réponse à cette affaire qui hantait les esprits depuis plus de 2 décennies. Sur le corps de Michelle, l'ADN de John Patrick Hogan a été découvert. L'enquête laisse penser que Hogan avait déjà Michelle dans sa ligne de mire avant le meurtre, profitant peut-être d'une permission pour rendre visite à d'anciens amis. Les détectives sont persuadés qu'il la connaissait, l'avait observée et savait où elle habitait. Hogan a vu le petit ami de Michelle partir et a saisi l'opportunité d'agir. Il s'est approché de sa maison, la prenant par surprise en frappant à la porte peu après le départ de son ami. Semble-t-il, elle avait simplement enfilé un peignoir, est descendu et a ouvert la porte. Tout porte à croire que Michelle a cru que son petit ami était revenu. Au lieu d'une résolution paisible, elle se retrouva face à un monstre. Hogan abusa d'elle, puis la tua. La dernière pièce du puzzle enfin découverte, les enquêteurs purent rencontrer la famille de Michelle. Ils allaient pouvoir nommer le meurtrier et offrir des réponses. Un moment doux amer. Rien ne pourrait véritablement apaiser leur douleur, leur fille était à jamais perdue. Mais au moins, ils savaient, l'insupportable question du qui ne les entrait plus. Le détective Patterson éprouvait une profonde gratitude envers tous ceux qui avaient contribué à apporter des réponses à la famille White, et plus particulièrement envers les proches de John Hogan. Ces derniers, sans rien attendre en retour, avaient beaucoup sacrifié. En effet, l'enquête avait grandement bénéficié de la coopération des membres de la famille Hogan. Malgré l'espoir que John ne soit pas impliqué, ils avaient choisi d'agir avec droiture. Cette attitude était d'autant plus touchante qu'ils avaient accepté d'aider, même si cela signifiait que leurs propres parents pouvaient être le coupable. Sans leur concours, l'affaire n'aurait jamais pu être résolue. Pour Louise et sa mère, Michelle, la résolution de l'enquête marquait le début d'un long processus de guérison, bien que la cicatrice de cette perte ne puisse jamais complètement disparaître. Dans les mémoires de Michelle, son dévouement auprès des femmes victimes de violences se mêle à l'amitié indéfectible qui la lie à Suzanne. Ensemble, elles œuvrent en tant que bénévoles au sein d'un centre de crise, offrant un refuge et une écoute bienveillante à celles qui ont subi l'inimaginable. Leur engagement, né d'une profonde empathie, les pousse à apporter un soutien essentiel dans les moments les plus sombres de ces vies brisées.